bonjour. Bienvenue à notre séminaire français des sciences humaines et sociales. Je suis ravie d'accueillir ce soir notre invité, professeur Emmanuel Lenko de l'Institut catholique de Paris. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Donc, professeur Emmanuel Lenko va nous parler ce soir des enjeux géopolitiques du patrimoine. Deux petites informations techniques. Pour notre public sur Zoom, veuillez éteindre vos microphones et caméras. Et pour information, cette conférence est enregistrée et sera accessible sur notre chaîne YouTube. Et je rappelle également à nos étudiants, ceux qui n'ont pas encore nous envoyé les récits, que la date limite de les soumettre est aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Kinga Torbiska, je suis chercheur au Centre de civilisation française et des études francophones de l'Université de Varsovie. Au début, je présenterai notre invité, ensuite nous écouterons son intervention et puis nous vous invitons au débat et à poser des questions. Donc, comme vous le savez, ce semestre, nous parlerons, nous consacrerons notre séminaire autour de la thématique de patrimoine. Et c'est pour cela que nous avons invité professeur Emmanuel Lenko de l'Institut catholique de Paris. Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, sinologue et chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Les très grands jeux Pékin face à l'Asie centrale est votre dernier ouvrage. Outre les aspects politiques liés à l'évolution de la diplomatie culturelle chinoise, dans ce rapport avec le monde musulman notamment, vos centres d'intérêt se portent sur les questions patrimoniales en Asie, de l'Asie en général. Restitution d'œuvres, litiges et participation grandissante de sociétés civiles, tout ce qui fonde les sociétés dans leurs revendications identitaires, que ce soit en Asie ou partout ailleurs dans le monde, est un champ d'observation important de vos recherches. Vous avez publié également récemment un livre justement à ce sujet, Géopolitique du patrimoine. Voilà, que nous avons chez nous. Oui. Merci, que j'avais offert à Kinga lors de son passage à Paris. Merci beaucoup d'ailleurs pour cette Merci à vous. Donc, je rappelle le titre, Géopolitique du patrimoine, l'Asie d'Abu Dhabi au Japon, édition MKF 2021, donc, dont nous avons parlé ce soir. Et comme vous nous avons signalé également, vous souhaiterez publier vos livres en polonais. Absolument. Donc, Emmanuel Lenko, encore une fois, merci d'accepter notre invitation et je vous passe la parole. Merci, ma chère Kinga, et merci, monsieur le directeur, de cette sollicitation que j'ai acceptée d'entrée de jeu parce que, tout d'abord, sans aucune flagornerie de ma part, la Pologne est un pays cher à mon cœur, d'une part, et d'autre part parce que tout ce qui a trait effectivement à la géopolitique du patrimoine est quelque chose de relativement récent dans le champ des études des relations internationales. Et je vais y revenir, bien sûr, dans un instant. Ma formation, sans doute, m'a conduit précisément à cet intérêt, dans le sens où, comme Kinga l'a rappelé, je suis à la fois sinologue, spécialiste des relations internationales, mais aussi historien de l'art. Et en fait, cet intérêt pour la géopolitique du patrimoine est en quelque sorte une synthèse de ces différents intérêts, bien sûr, sachant que ma réflexion première porte avant tout sur ce que l'on appelle l'histoire culturelle. Donc l'histoire culturelle est dans l'historiographie française une discipline encore relativement récente, c'est-à-dire qu'elle a une quarantaine d'années. Elle a été inspirée et initiée par deux grands historiens principalement français, Pascal Horry et Jean-François Sirinelli, qui se sont intéressés donc à ce que l'on appelle aujourd'hui l'histoire culturelle, c'est-à-dire en somme l'histoire des représentations. Comment se représente-t-on l'image d'un pays, par exemple,
à travers son patrimoine, à travers les dissensions que peuvent provoquer des différends de nature patrimoniale ou autre. Hein. Et donc, l'histoire culturelle est assez intéressante parce qu'elle permet de cerner des problèmes qui sont généralement assez intangibles. Une image, par définition, est une image toujours changeante d'une société à l'autre, pénétrée d'idéologies et de valeurs. Et donc, ce pourquoi sans doute les historiens sont allés souvent à reculons par rapport à l'histoire culturelle, c'est parce que, à la différence de l'histoire événementielle, évidemment, elle repose à la fois sur des observations qui sont celles d'une chronologie évidemment factuelle, mais aussi ce qui pourrait davantage faire appel à, comment dirais-je, une histoire des sensibilités, c'est-à-dire que elles-mêmes, ces sensibilités sont évidemment extrêmement changeantes et relèvent évidemment d'un contexte historique toujours très singularisé. Je prendrai juste un exemple par anticipation de ce que je vais dire en présentant le livre Géopolitique du patrimoine. Pourquoi, par exemple, une pièce en jade a-t-elle une importance énorme aux yeux des Chinois et beaucoup moins aux yeux des Français ou a priori des Polonais? Qu'est-ce que le jade en tant que matériau, par exemple, véhicule en termes de valeurs à la fois symboliques, mais aussi en l'occurrence diplomatiques? C'est ce genre de choses, évidemment, qui d'une manière générale a été marginalisé dans le champ des relations internationales, qui me paraît tout à fait intéressant, y compris ce qui longtemps a relevé en fait du seul champ de l'anthropologie culturelle. Par exemple, les cadeaux diplomatiques. C'est une chose qu'on ne prend sans doute pas suffisamment en considération, alors que c'est évidemment très important parce que les cadeaux diplomatiques s'inscrivent également dans une grammaire qui est celle du langage diplomatique. Et donc, ce pourquoi, et je commence l'une des évocations de ce livre par cet exemple, ce pourquoi, par exemple, Emmanuel Macron, dès l'année 2017, offre un cheval de la garde républicaine à son homologue chinois Xi Jinping, ne relève pas totalement du hasard. On pourra revenir évidemment sur ce choix qui me paraît très intéressant, qui est passé totalement en deçà des écrans radars des journalistes de l'époque, mais qui me paraît vraiment très intéressant, que ce soit dans le sens où il mobilise très certainement un imaginaire qui est celui de l'Europe, de la Grèce la plus ancienne. Évidemment, quand on parle de cheval, on parle du cheval de Troie. Quand on sait de surcroît que d'un point de vue des relations internationales, depuis 1989, la Chine est soumise aujourd'hui encore à un embargo sur la vente des armes, eh bien les Français, évidemment, symboliquement, semblent vouloir transcender cette interdiction en offrant un cheval de la garde républicaine. Donc, évidemment, on peut ensuite spéculer en disant qu'il y a là un art équestre que partagent à la fois les Chinois et les Français, ce qui est tout à fait vrai. Mais je veux dire par là qu'à travers ce seul exemple, il y a là une polyvalence de sens qui est toujours extrêmement intéressante, qui parfois échappe aux auteurs eux-mêmes, mais qui peut être interprétée en fonction précisément des différents contextes. Bon. Alors, ceci pour dire que la géopolitique du patrimoine, surtout par rapport à l'Asie, est quelque chose de très très nouveau en définitive. Bien sûr, on s'intéresse au rapport de force symbolique, notamment qui oppose l'Afrique et les anciennes puissances coloniales africaines à la métropole française, par exemple, dans la restitution des œuvres d'art, celle du Bénin, celle à terme peut-être du Sénégal, etc. Mais la dimension litigieuse des objets d'art, par exemple, dans les rivalités internationales entre l'Asie et l'Europe, est quelque chose qui reste totalement vierge, qui n'est pas du tout abordé. Alors qu'il y a évidemment là un champ absolument considérable de réflexion.
D'autant que sans être un prophète, on peut très bien imaginer évidemment qu'à terme, des régimes autoritaires tels que le régime chinois revendiqueront à un moment donné la restitution d'objets d'art qui se trouvent dans les collections françaises, polonaises, allemandes, que sais-je encore. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que une sensibilisation à cette problématique des contentieux patrimoniaux me paraît évidemment très importante pour aborder les futurs enjeux du siècle, du 21e siècle et pas seulement, encore une fois, dans la relation Europe-Afrique, dans la relation évidemment Europe-Asie. Alors, pour décrire le petit ouvrage que vous avez entre les mains, celui-ci est séquencé en 5 grandes parties qui constituent en fait des études de cas avec une introduction qui pose évidemment le sujet et qui rappelle ce que j'ai appelé une conscientisation patrimoniale, qui est en fait un phénomène assez récent, y compris pour les Européens, c'est-à-dire que dans l'histoire de l'Europe, cette prise de conscience patrimoniale ne survient qu'à l'époque de la Renaissance. Et elle finit par s'étendre à des domaines très variés des patrimoines, et pour faire simple, patrimoine à la fois matériel et immatériel, bien sûr. Le patrimoine immatériel désignant, par exemple, les langues, bien sûr. Que faire justement de langues en voie de disparition comme moyen justement de protéger un héritage et de faire valoir justement l'existence de cet héritage et sa valeur à la fois diplomatique, culturelle, symbolique, etc. Bon. C'est l'un des grands chevaux de bataille, ce n'est pas le fait du hasard, des pays de l'Amérique du Sud, par exemple, qui cherchent par tous les moyens à mettre en valeur des langues vernaculaires autres que celles de l'ancien conquérant espagnol. Je pense en particulier au Guarani, qui s'est vu reconnaître comme langue à part entière et dans sa spécificité culturelle par les plus hautes instances internationales, l'UNESCO, bien sûr. Et cette conscientisation patrimoniale est un fait également neuf en Asie d'une manière générale. Si l'on prend 2 exemples qui me traversent l'esprit et que j'aborde précisément dans ce livre, pour la Chine, on voit bien que la conscience patrimoniale moderne est un fait très très récent, c'est-à-dire que il a fallu grosso modo, pour faire simple et très schématiquement, attendre la fin de la révolution culturelle et la mort de Mao Tse-tung en 1976 pour comprendre qu'il y avait là un patrimoine nécessaire à défendre, à mettre en valeur, quitte à l'instrumentaliser pour renouer précisément avec un passé prestigieux, impérial, celui de la Chine. Mais c'est quelque chose de très récent. La preuve, c'est que, par exemple, en 1860, durant les guerres de l'opium, lorsque les Français et les Britanniques pillent le palais d'été, bon, évidemment, cela émeut quelques dignitaires chinois, mais d'une manière générale, l'opinion chinoise, si elle existe à cette époque, dans la seconde moitié du XIXe siècle, reste relativement indifférente au phénomène. Un autre exemple plus récent encore, lorsqu'en mars 1908, le français et sinologue Paul Pelliot, dépêché par l'école française d'Extrême-Orient à Dunhuang, site archéologique majeur protégé par l'UNESCO dans le nord-ouest de la Chine, découvre des milliers de manuscrits à la fois chinois, tibétains, sogdiens, hébreux même, eh bien, il pose la question aux plus hautes autorités chinoises, aux plus hautes autorités académiques, est-ce que ce patrimoine vous intéresse ? Voulez-vous que nous le partagions et qu'il reste même en Chine pour étude ? Il ne reçoit aucune réponse claire, tout simplement parce que, bon, évidemment, le pouvoir déclinant de la dernière dynastie impériale encore au pouvoir, la dynastie des Qing, a d'autres préoccupations, c'est évident, mais aussi parce que il n'y a pas de conscientisation patrimoniale précisément. Pour reprendre
une expression chère à l'helléniste français Paul Venn, qui s'est intéressé et avant beaucoup de spécialistes du patrimoine, au patrimoine précisément hellénistique. Paul Venn, notamment, rappelle que pour un Romain, le patrimoine grec, et Dieu sait que les légions romaines pillent des sites innombrables un peu partout à travers la Méditerranée, notamment le site de Syracuse, mais pour les Romains, détruire le patrimoine d'autrui ne pose aucun problème moral, tout simplement parce que ce patrimoine est considéré comme inerte. C'est un patrimoine mort. Et au mieux, c'est un patrimoine qui relève en fait du butin de guerre. Donc, il n'y a pas de problème moral fondamental à vouloir s'en emparer, voire même à le détruire. Hein. Donc, ceci pour dire que c'est un postulat universel, que cette conscientisation patrimoniale est un phénomène relativement récent, quelles que soient les aires géographiques. Et puis donc, à travers ces études de cas, je m'intéresse dans un premier temps à un événement assez récent, le Louvre Abu Dhabi, qui est un exemple tout à fait intéressant de ce que l'on appelle depuis Joseph Nye le soft power, et en l'occurrence le soft power à la française. Alors bon, c'est un exemple qui est un exemple d'école pratiquement, parce que vous avez là, je dirais, tous les ingrédients qui permettent de singulariser l'approche française d'un point de vue de sa diplomatie culturelle sur la très longue durée. Avec un premier constat, c'est que les républiques françaises, quels qu'en soient les régimes, s'inscrivent en définitive dans une continuité régalienne multiséculaire. C'est-à-dire que c'est une spécificité française, y compris même en Europe, hein, que de voir le monarque, en l'occurrence, et le pouvoir en général, le pouvoir de l'État, s'occuper des affaires de culture, en général. Surtout quand la culture est un choix relevant aussi de la politique étrangère. Hein. Donc ça commence évidemment avec les Valois sous la monarchie de François Ier, lorsque celui-ci fait venir des artistes italiens, fait décorer tous les châteaux de la Loire par des artistes italiens, lesquels vont être acculturés et vont devenir à leur manière des artistes français, etc. C'est vrai pour les dictateurs, c'est vrai pour leurs successeurs, etc. Bon. Et de ce point de vue-là, quoi qu'on en dise, la Révolution française n'a été en rien une rupture par rapport à l'Ancien Régime dans la pratique régalienne, précisément, de la culture en France. C'est sans doute d'ailleurs une très grande singularité française, je me répète, si on la compare par exemple à la Grande-Bretagne, par exemple. Bon, ça ne veut pas dire que le pouvoir monarchique anglais n'a pas des vues sur le plan culturel ou en instrumentalisant la culture dans ses choix de politique étrangère, mais d'une manière tout à fait symptomatique tout de même, pour actualiser le propos, vous n'avez pas en Grande-Bretagne un ministère de la culture. Alors qu'en France, il y a un ministère de la culture, bien sûr. De même, aux États-Unis, vous n'avez pas de ministère de la culture. Il y a certes au sein de l'État fédéral un secrétariat qui est en charge des affaires culturelles, mais en tout cas, il n'a pas une mission régalienne aussi clairement assignée que celle qui est assignée au ministère de la Culture en France, lequel d'ailleurs, soit dit en passant, est une création très récente. Donc, institutionnellement, c'est une création, il faut le rappeler, voulue par le général de Gaulle et à l'époque André Malraux. Avant, il y avait des secrétaires d'État aux affaires culturelles, souvent relevant d'ailleurs du ministère de l'Éducation supérieure sous la Troisième République, mais le ministère de la Culture en tant que tel est vraiment une singularité française. Bon. Et donc, le Louvre Abu Dhabi est assez intéressant parce que Abu Dhabi est un creuset des pratiques diplomatiques françaises dans tous les domaines. Cela a commencé, bien sûr, avec l'établissement à Abu Dhabi même de la Sorbonne Abu Dhabi, suivi quelques années plus tard et voulu par le même président Jacques Chirac à l'époque par l'inauguration
du Louvre à Abu Dhabi, sur lequel je vais revenir, évidemment, dans un instant. Et parallèlement à ces créations qui relèvent de la culture et du savoir et de l'éducation au sens large, vous avez la création d'une base militaire française. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce que vous retrouvez la symbolique du pouvoir, bon, qui est une symbolique toute européenne. Pierre Legendre, je me souviens, parlait de ce qui spécifiait précisément le pouvoir des monarchies européennes, savoir donc que ce pouvoir s'appuyait à la fois sur le savoir et sa représentation toute symbolique, le livre, et puis le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de la force, donc l'épée. Bon. Et il ne vous a pas échappé que souvent, dans les représentations des monarques européens, quels qu'ils soient, vous avez et le livre et l'épée, précisément. C'est une représentation justinienne du pouvoir, en référence, évidemment, à l'empereur Justinien, précisément. Hein. Pierre Legendre a écrit des pages magnifiques à ce sujet. Et donc, le Louvre à Abu Dhabi est le creuset de ces différents pôles, savoir, pouvoir et pouvoir militaire, notamment. Alors, pourquoi avoir choisi Abu Dhabi? Eh bien, parce que quand on regarde sur la carte, évidemment, Abu Dhabi se trouve juste en face de l'Iran et il s'agit par là même d'endiguer cette présence iranienne, de participer aussi à un dispositif sécuritaire beaucoup plus large, évidemment, qui s'intègre dans un dispositif américain, bien sûr. Hein. Mais cette base est assez importante. Et donc, en plus du Louvre, Abu Dhabi et de la Sorbonne, vous avez, ne l'oublions jamais, une base militaire. Bon, ceci pour dire que le choix d'Abu Dhabi n'est pas anodin et que l'ouverture de ce musée ne l'est pas non plus, puisque c'est un musée qui a été co-créé à la demande des autorités émiraties avec le soutien, bien sûr, de la France. Alors, vous avez les plus grands architectes français qui ont participé, bien sûr. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir même que la programmation est une programmation évolutive. J'entends par là que ce musée, à la différence, par exemple, des musées du Qatar, est un musée qui se veut universel dans sa scénographie, dans sa muséographie. C'est-à-dire que bon, bah, c'est un musée de type le Louvre, précisément. Et donc, quand vous le visitez, vous allez voir à la fois des collections françaises, bien sûr, et européennes au sens large, et on part depuis les périodes de la préhistoire, pour ensuite découvrir des collections chinoises, indiennes, arabes, que sais-je encore. Vous voyez, donc c'est vraiment une mise en scène universelle. À la différence, encore une fois, pour comparer avec un pays voisin, le Qatar, des musées qataris qui, eux, privilégient avant tout une histoire arabe. Donc, une histoire, évidemment, vernaculaire. Hein. Donc, il y a là un parti pris tout à fait intéressant et qui nous renvoie en retour à la volonté pour les autorités d'Abu Dhabi de se positionner dans le monde arabe comme une référence d'un pays ouvert, cultivé, humaniste. Alors, ça peut prêter évidemment à sourire quand on sait la nature du régime politique même d'Abu Dhabi. Néanmoins, il y a clairement cette posture qui est revendiquée par les autorités émiraties. Et chose assez intéressante et hasard du calendrier, le Louvre Abu Dhabi a été inauguré par Emmanuel Macron en 2017, c'est-à-dire à un moment où le Moyen-Orient est encore à feu et à sang du fait même de l'omniprésence de Daesh. Donc c'est assez intéressant de voir que les Émiratis jouent la carte de la responsabilité et de l'honorabilité à la fois politique et culturelle pour se démarquer précisément de Daesh et de la radicalité musulmane. Donc, évidemment, il y a une dimension communicationnelle même dans ce message assigné par les autorités émiraties
Nous sommes arabes, nous sommes musulmans, mais nous n'en sommes pas moins humanistes, à la différence de nos contemporains de Daesh. Et en même temps, il faut bien dire, cette scénographie n'a été en rien empêchée par des dogmes ou des préjugés qui peuvent avoir cours précisément dans un certain nombre de pays musulmans. La preuve, c'est que lorsque vous allez au Louvre à Abu Dhabi, vous voyez aussi bien de la statuaire grecque, donc des nus, et des nus féminins en particulier, mais aussi de la statuaire hindouiste, également des nus. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Ça ne va pas de soi, évidemment, par rapport aux préjugés que l'on sait d'une bonne partie du monde arabo-musulman. Et puis, la deuxième partie de ce livre nous permet d'aller plus à l'est encore, c'est-à-dire dans le monde chinois, en comparant notamment deux scènes à la fois culturelles et politiques, savoir donc les deux Chines, la Chine continentale, donc communiste, et Taïwan. Et évidemment, ceci est extrêmement intéressant parce que, comme vous le savez, Taïwan est de culture chinoise, même si la société taïwanaise est évidemment extrêmement complexe parce que c'est aussi une ancienne colonie japonaise. Donc, vous avez là plusieurs strates de culture, évidemment mêlées, sans oublier évidemment la culture aborigène, qui a été également très importante, culture première, et qui, on a tendance un peu à l'oublier, est à l'origine du peuplement de la plupart des régions voisines de l'Océanie, voire même de la Polynésie française. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je ne cesse de m'étonner de constater que le gouvernement taïwanais ne communique guère sur ce précédent historique extrêmement important, savoir donc les ramifications quant à la population de Taïwan à travers des régions très étendues à travers le monde, l'Océanie ou la Polynésie. Et donc, Taïwan ne communique guère sur ce sujet, qui lui permettrait néanmoins de s'écarter quelque peu de la Chine et de son hégémonie sur le plan culturel. Alors, cette deuxième partie sur les Chines est une partie, évidemment, qui me tient à cœur parce que elle relève même de mon corps de métier en tant que sinologue. Et en même temps, je dirais qu'elle était pour moi, a priori, la plus facile parce que la Chine est précisément ce que Taïwan n'est pas et réciproquement. Donc, c'est, je dirais, presque schématique. Vous avez une chose et son contraire en Chine et à Taïwan, d'un point de vue précisément culturel et d'un point de vue de la mise en valeur de la culture de part et d'autre. Alors ça, c'est tout à fait intéressant et bon, je citerai quelques exemples qui me paraissent tout à fait importants. Taïwan, du fait même de son héritage historique récent, s'est retrouvé à la tête d'un patrimoine absolument colossal. J'entends par là, pour recontextualiser les choses, qu'en 1949, Chiang Kai-shek, grand rival du communiste Mao Tse-tung, s'est réfugié sur l'île de Taïwan, emportant avec lui le gouvernement de la République de Chine et emportant par là même avec lui aussi les collections de la cité interdite de Pékin. Donc ça, c'est une chose qu'on imagine guère du côté européen. Vous avez l'équivalent du musée du Louvre qui se trouve à Taïwan. C'est un peu comme si le Louvre se trouvait en Belgique aujourd'hui, si vous voulez, ce qui poserait évidemment des problèmes a priori de légitimité. En tout cas, toute la collection impériale de la cité interdite de Pékin se trouve, ou presque, se trouve aujourd'hui à Taïwan, du fait même de la guerre civile et de cette volonté pour Chiang Kai-shek d'échapper à l'emprise communiste. Et donc, pour faire simple, si vous voulez, mais d'un point de vue du soft power, c'est quelque chose d'extrêmement important, l'âme et la culture chinoise sur le plan traditionnel se trouve incontestablement à Taïwan, et non pas en Chine. D'autant que Taïwan n'a cessé, à juste titre d'ailleurs, de ce point de vue-là, de communiquer sur le fait que c'est à Taïwan que la culture traditionnelle chinoise avait été le mieux préservée.
Et de fait, Taïwan n'a pas connu la révolution culturelle qui a détruit la Chine, ses monuments, son patrimoine, pendant près de 10 ans, hein, c'est-à-dire de 1966 à 1976, hein, sans oublier évidemment les autres crises qui ont précédé à la révolution culturelle, que ce soit le grand bond en avant ou le mouvement des sans-fleurs. Bon. Donc de ce point de vue-là, Taïwan a été relativement préservé, même si Taïwan a été de fait aussi soumis à une dictature blanche, à la différence d'une dictature rouge, donc elle communiste, mais dictature blanche tout de même, c'est-à-dire qu'il faudra attendre 1987 pour voir abolir la loi martiale sur l'île. Donc Taïwan est une démocratie depuis assez récemment, en définitive, ne pas l'oublier. Bon, mais Taïwan s'est retrouvé dans le contexte de la guerre froide à la tête d'un trésor absolument inestimable, si vous voulez. Et donc, c'est un enjeu, évidemment, de pouvoir et de soft power entre Taïwanais et Chinois, bien sûr, qui pose d'ailleurs toutes sortes de problèmes dès lors où Taïwan veut organiser une exposition d'une partie de sa collection à l'étranger. Vous avez toujours des arguties pour savoir si la collection sera bel et bien retournée à Taïwan et non pas en Chine, comme les Chinois revendiquent la restitution évidemment de ces œuvres. Hein. Donc ça, c'est un cas évidemment tout à fait intéressant, et il n'est pas le seul, bien sûr, parce que à Taïwan, démocratie oblige de ce point de vue-là, depuis 1987-90, on ne cesse de réhabiliter des histoires de l'île de Taïwan qui sont souvent aux antipodes de celles rapportées ou exaltées du côté de la Chine continentale. Donc, c'est pas du tout les méta-récits, un narratif nationaliste auquel on est habitué en Chine qui est abordé. C'est bien au contraire, d'une manière un peu plus subtile, disons-le, une histoire marquée du sceau de la diversité, qui est une histoire à la fois japonaise de l'île, mais aussi une histoire aborigène, comme je le disais, et une histoire chinoise in fine. Mais une histoire chinoise aussi dans toute sa diversité, puisque l'intérêt de Taïwan, c'est que vous avez là, sur cette île de 23 millions d'habitants, une très grande hétérogénéité culturelle, linguistique et ethnique. C'est-à-dire qu'en 1949, pour dire les choses rapidement, vous avez toutes sortes de gens venus tantôt de la Chine du Nord, tantôt de la Chine du Sud, qui s'y sont réfugiés. Si bien qu'aujourd'hui encore, vous avez dans cette toute petite île dont la superficie équivaut à celle des Pays-Bas, une très grande diversité culturelle. Et Taïwan, précisément, au nom même d'une certaine idée de la démocratie, met en avant cette diversité. Tandis que la Chine continentale, dans son narratif, notamment dans les musées, met en avant les principes d'unité absolue entre le nord et le sud de la Chine. Et évidemment, c'est une unité de forme et purement idéologique, parce que même si cette unité tente à être prouvée par l'usage de la langue, désormais c'est le chinois mandarin par exemple qui est enseigné et qui est la langue de la promotion sociale, inutile de vous dire qu'il y a une très grande diversité du nord au sud de la Chine. Pour aller vite, vous avez 5000 kilomètres à vol d'oiseau entre l'extrême nord, entre la frontière de la Sibérie, Fédération de Russie, et l'extrême sud, à la frontière de la Birmanie. Donc, inutile de vous dire qu'il y a une très grande hétérogénéité de population, et donc de langue, et donc d'histoire. Mais au nom de l'unité nationale, eh bien, le régime communiste tente à vouloir homogénéiser ce narratif historique en disant, grosso modo, nous sommes tous des Chinois, y compris lorsque vous êtes d'ethnie tibétaine, mongole ou ouïghour, bien sûr. Donc, on assiste avec l'actuel président Xi Jinping au parachèvement, en quelque sorte, de la chinisation globale telle qu'elle a été entamée déjà quelques décennies plus tôt avec l'instauration du régime communiste. Et de ce point de vue-là, encore une fois, les narratifs sur le plan historique qui ont cours à Taïwan ou en Chine continentale
sont totalement différents. Troisième partie, j'accélère un peu parce qu'il faudra évidemment que nous ayons, je l'espère, un débat. Une partie consacrée au vandalisme. Parce que, évidemment, le patrimoine n'est pas seulement un enjeu de sauvegarde, ça peut être aussi un enjeu de destruction. Détruire le patrimoine d'autrui est souvent une chose mûrement pensée. Et vous qui êtes en Pologne, vous en savez quelque chose, que ce soit par les invasions nazies ou soviétiques, bien sûr, détruire la ville de Varsovie ou détruire d'autres villes magnifiques de la Pologne, a été mûrement réfléchi, bien sûr. Ça n'a pas été laissé au hasard. Bon. Alors, en l'occurrence, dans ce chapitre, en matière de vandalisme, je m'intéresse d'une part à ce que l'on entend par vandalisme. Il faut savoir que c'est un terme déjà assez ancien qui remonte au XVIIIe siècle, lorsque on se référait aux Vandales, donc population dite barbare ayant envahi l'Empire romain, et coupable du déclin même de l'Empire romain. Bon, et le vandalisme depuis lors s'est appliqué à des situations très différentes. Le vandalisme révolutionnaire, bien sûr, sous la Révolution française. La Révolution française a évidemment beaucoup détruit. Il y a 1 mois et demi, j'étais à Londres. Je reste toujours stupéfait en allant en Angleterre de voir que les églises ont le même mobilier depuis des siècles, alors que les églises françaises sont vides. Elles n'ont pas de mobilier, en tout cas très peu. Le mobilier traditionnel des églises françaises a disparu, soit a été vendu, soit a été vandalisé précisément. Et l'un des lieux de mémoire ayant été particulièrement frappé par le vandalisme sous la Révolution française, c'est la basilique Saint-Denis, dans le nord de Paris, qui était, jusqu'en 1789, la nécropole des rois et des reines de France. Et donc, ce lieu a été totalement saccagé. Alors, pourquoi l'a-t-il été? Précisément, c'était une façon de démystifier ce lieu, de le désacraliser en somme, et quelque part, n'importe quel phénomène révolutionnaire participe de cette volonté de désacraliser un lieu de mémoire, un lieu de référence consensuelle, etc., etc. Les exemples, évidemment, sont innombrables. Celui, par exemple, pour la Seconde Guerre mondiale, du camp de concentration de Buchenwald, en Allemagne. Bon, on le sait, Buchenwald était l'un des lieux favoris de recueillement du grand poète et philosophe allemand Goethe. Et ce n'est pas le fait du hasard si les nazis, précisément, ont choisi le camp de Buchenwald, qui a été, comme par hasard, aménagé autour du fameux chêne sous lequel, précisément, le poète aimait à se recueillir, si vous voulez. C'est une façon systématiquement d'inverser symboliquement un ordre donné, au nom d'un ordre nouveau. En réalité, un phénomène révolutionnaire opère toujours au nom d'un ordre nouveau. Bon, alors c'est vrai pour la révolution chinoise, c'est vrai pour n'importe quel fait révolutionnaire encore, mais je me suis surtout intéressé dans ce chapitre à Daesh. Daesh et un peu les talibans aussi, sachant que la matrice même du vandalisme en milieu musulman commence en définitive avec la révolution iranienne de 1979. On oublie trop souvent que cette révolution a fait des dégâts évidemment tout à fait considérables et a eu des avatars très nombreux d'un point de vue de l'élaboration des régimes politiques se réclamant d'une théocratie totalitaire. Alors, il y a donc le régime des mollahs instauré en 1979 et qui existe aujourd'hui encore, mais vous avez aussi le régime des talibans qui constitue donc une théocratie totalitaire à sa manière, ou bien encore Daesh. Et donc, chacun de ces régimes a eu la velléité, ou est passé malheureusement à l'acte, de détruire un patrimoine associé à l'ancien régime ou à une société considérée comme païenne, donc comme hérétique, et dont il fallait se débarrasser des vestiges. Alors, l'exemple chronologique médian entre la révolution iranienne de 79 et l'instauration du régime de Daesh, c'est le premier régime des talibans.
qui, d'une manière très symbolique, au soir même du dernier régime taliban, c'est-à-dire en 2001, décide de passer à l'acte symboliquement en détruisant le Bouddha de Bamiyan en Afghanistan, qui était l'un des chefs-d'œuvre de la sculpture monumentale bouddhiste, Bamiyan, B-A-M-Y-A-N, ayant été une oasis très importante de l'ancienne route de la soie. Et ce site de Bamiyan, là aussi, ce n'est pas laissé au hasard d'un point de vue des mentalistes, avait été pendant des décennies restauré, en particulier par des équipes archéologiques à la fois françaises et polonaises. Les Polonais ont beaucoup œuvré dans le domaine de l'archéologie, et pas seulement dans les anciens pays dits de l'Est, y compris au Moyen-Orient, voire même en Afghanistan. Bon, et donc il s'agissait par là même, à travers cette destruction programmée, de critiquer l'orientalisme français et l'orientalisme européen, c'est-à-dire que on va détruire ce qui est associé au pouvoir symbolique des Européens précisément. Et ça, c'est une constante dans le vandalisme islamiste radical depuis ces dernières années. Donc Bamiyan, c'est mars 2001, et d'ailleurs rétrospectivement, quand vous faites le décompte des événements, vous constatez que Bamiyan annonce à sa manière les attentats du 11 septembre, quelques mois plus tard, précisément. Et puis plus récemment, évidemment, avec Daesh, c'est la destruction de Mossoul dans le nord de l'Irak, qui là encore n'a pas été vainement pensé. Mossoul était un lieu très éclectique d'un point de vue des cultures, avec des aspects multiconfessionnels, beaucoup de chrétiens, pas seulement des musulmans, donc une ville très importante, associée aussi à l'histoire des anciennes routes de la soie. Donc Mossoul a été complètement rasé ou presque, et puis in fine, sous la forme d'une apothéose en quelque sorte, les destructions en 2013, cette fois-ci, de Palmyre en Syrie, qui est l'un des sites archéologiques majeurs et dont le grand temple de Baal Shamin, l'un des temples monumentaux les plus importants de l'Antiquité, a été plastiqué par Daesh. Bon, et tout cela rejoint finalement la même optique, c'est-à-dire donc critiquer le pouvoir de l'Occident, critiquer même le savoir orientaliste des Occidentaux en s'en prenant à un patrimoine qui laisse d'une manière générale assez indifférente l'opinion musulmane, il faut bien le dire. C'est-à-dire que la destruction de Palmyre a été très douloureusement ressentie et critiquée à juste titre par des pays européens, y compris par la Russie, qui voyait à sa manière une justification de sa présence civilisatrice, entre guillemets, en Syrie contre les barbares de Daesh. Mais en revanche, chose tout à fait intéressante, les pays musulmans n'ont que très peu critiqué cet acte de vandalisme. Donc ça montre bien, là aussi, que d'un point de vue des perceptions, vous avez des différences d'approche tout à fait considérables. Bon, donc ça, c'est une partie qui me paraît évidemment très actuelle, qui répond évidemment à des problématiques très contemporaines. Et pour conclure ou presque sur les deux dernières parties, j'ai abordé successivement la question patrimoniale au Japon et la question patrimoniale opposant le Pakistan à l'Inde. Alors, pour ce qui concerne le Japon, c'est un cas là aussi d'école tout à fait intéressant, parce que le Japon, pourtant démocratique, genre la carte de la normalité avec l'Occident, n'en reste pas moins sans doute le dernier pays dans le monde à ne pas avoir ratifié UNIDROIT, qui est une convention internationale permettant notamment de se voir restituer un patrimoine mal acquis. Donc, quand des objets volés en amont, par exemple en Syrie ou en Irak, prenant toutes sortes de filières, etc., pour être revendus ensuite au Japon, eh bien, le Japon n'a aucun pouvoir juridique, parce qu'il ne cherche pas évidemment à en avoir, pour faire pression sur les collectionneurs japonais
afin de voir ces objets restitués au pays d'origine. Donc, le Japon, de ce point de vue-là, est un isolat sur le plan juridique par rapport au reste du monde, en tout cas le monde occidental, assurément. Et le Japon est un cas d'école aussi, parce qu'à travers la question patrimoniale, on voit bien que le Japon a du mal à assumer son passé le plus récent. C'est-à-dire que vous avez au Japon, dans des musées privés, je pense en particulier au musée pas très loin de Kyoto. Son nom m'échappe pour le moment parce que je suis malgré tout encore en décalage horaire, mais ça me reviendra. En tout cas, vous avez plusieurs musées privés tout à fait conséquents où vous voyez des collections assez étrangement rassemblées et au mépris manifestement de la législation internationale. Et des objets qui font évidemment l'objet de campagnes de restitution, la plus importante ayant opposé précisément le Japon à la Chine ayant revendiqué la restitution d'un certain nombre d'objets d'art à ces musées privés japonais, mais aussi plus récemment le Tadjikistan, indépendant depuis 1991, depuis la fin de l'Union soviétique, et cette ancienne république soviétique de l'Asie centrale a fait des démarches pour obtenir la restitution d'un certain nombre d'objets, souvent associés, pour les spécialistes, à ce que l'on appelle le trésor d'Alexandre le Grand. Bon, en fait, on n'en sait pas grand-chose, mais il est vrai que la facture même de ces objets en or laisse à supposer que ce sont des objets d'abord de facture hellénistique et qui ressemblent très, très curieusement à des objets sans doute originaires de la même provenance, exposés quant à eux au British Museum à Londres. Bon. Et en tout cas, ces objets se retrouvent au Japon et on ne sait pas trop comment. En tout cas, il n'y a pas de traçabilité et les autorités japonaises souvent restent délibérément dans le vague pour ne pas être suffisamment explicites et surtout pour ne pas remettre précisément ces objets à leur pays d'origine. Donc ça, c'est assez intéressant parce que à travers la question patrimoniale, évidemment, et celle du Japon plus particulièrement, peut être évaluée la question d'assumer ou pas un passé encore proche dans les mémoires, c'est-à-dire le Japon et ses agissements, et pour ne pas dire ses exactions, durant la Seconde Guerre mondiale. Donc vous avez quantité d'objets chinois, coréens et autres qui se sont retrouvés dans les collections impériales japonaises et qui s'y trouvent aujourd'hui encore. Alors le pays qui sans doute a réussi le mieux jusqu'à présent, ça a commencé dans les années 60, à se voir restituer un très grand nombre de pièces archéologiques notamment, c'est la Corée du Sud par rapport au Japon. Mais la Chine reste encore paradoxalement le parent pauvre, la Corée du Nord, n'en parlons pas, sans oublier toute l'Asie du Sud-Est, qui a été littéralement spoliée, pillée. Et curieusement, pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que des choses pourraient évidemment changer, c'est un enjeu tout à fait considérable pour qui s'intéresse aux relations internationales dans cette partie du monde, il n'y a pas eu de revendication cambodgienne, vietnamienne vis-à-vis du Japon. Mais à terme, évidemment, ces pays pourraient très bien présenter la note. De même, évidemment, que la Chine. Et le dernier cas d'étude a trait donc à l'Inde et au Pakistan. Alors là aussi, c'est très intéressant parce que, un peu comme la Corée d'ailleurs, ou Taïwan et la Chine, on a des configurations qui sont marquées par un divorce. La fameuse separation, comme disent les historiens pakistanais ou indiens, qui en l'occurrence a eu lieu en 1947, après le départ des Britanniques de leur ancienne colonie, et la naissance donc de ces deux pays qui ne se reconnaissent toujours pas diplomatiquement parlant. C'est quand même assez intéressant. Vous avez deux États voisins qui s'ignorent, en définitive,
et qui essayent malgré tout d'établir des contacts. Alors soit par le biais des communautés musulmanes, bon, qui ne sont pas vraiment en odeur de sainteté, on le sait bien, depuis que M. Narendra Modi est Premier ministre en Inde, ou bien par le truchement patrimonial. Et là, ça devient vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'à travers un cas, alors c'est un cas peut-être pas isolé, il n'y en a pas beaucoup évidemment, mais c'est un cas particulièrement intéressant et exemplaire, je vais vous dire pourquoi, celui des Sikhs, donc communauté religieuse des deux pays. Eh bien, on a reconnu de part et d'autre, côté indien et côté pakistanais, la possibilité pour cette communauté sikh de se voir aménager un couloir d'accès pour assurer des pèlerinages religieux pour cette communauté sikh qui souhaitait donc se rendre sur des lieux de mémoire liés à l'un des fondateurs importants de la communauté sikh. Et donc c'est assez intéressant parce que les deux États, sans communiquer officiellement, y ont vu l'opportunité évidemment d'établir informellement parlant des contacts. Bon. Alors ça c'est assez intéressant parce que on voit bien que les États ne sont pas toujours à la manœuvre pour ce qui a trait à la diplomatie en général. Hein. On le sait bien, vous avez des associations, des ONG qui jouent parfois ce rôle, mais c'est vrai aussi, et c'est plus récent encore, à travers la question patrimoniale. Je pense à un tout autre exemple, mais qui est connecté précisément par rapport à cette réflexion, celui des Maoris en Nouvelle-Zélande. Bon, eh bien, l'exercice même des revendications des communautés maoris a fait fléchir véritablement le gouvernement néo-zélandais dans la nécessité pour le gouvernement néo-zélandais désormais de reconnaître des lieux de mémoire, des espaces naturels considérés comme espaces divinisés par ces communautés maoris. Et c'est une façon, évidemment, pour une partie de la société civile, qui longtemps, pour des raisons liées à l'histoire coloniale de la Nouvelle-Zélande, a été lésée, c'est une façon, évidemment, pour cette communauté de revendiquer sa voix et de revendiquer son rôle politique. Donc, ce qui survient à travers cet exemple des Sikhs entre le Pakistan et l'Inde est observable également dans d'autres régions aux antipodes de l'Inde et du Pakistan. Je pense en particulier à la Nouvelle-Zélande, mais on peut très bien aussi constater ce genre de phénomène par rapport aux Amérindiens des États-Unis ou du Canada, qui eux-mêmes jouent un rôle croissant en termes de revendication identitaire, en voulant se voir dûment reconnaître dans leur spécificité identitaire et patrimoniale, par exemple. Hein. Donc, ceci est assez intéressant parce que, comme vous le constatez, c'est un phénomène à la fois universel et en même temps un phénomène, je dirais, très fragmenté aussi. C'est-à-dire que vous avez des acteurs nouveaux, plus seulement les États seuls, vous avez aussi des gens de la communauté civile qui s'emparent des questions patrimoniales pour revendiquer justement des postures politiques, revendiquer des questions identitaires diverses et variées. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Merci beaucoup, Emmanuel Lenko. Donc, nous vous invitons maintenant tous à poser vos questions et vos commentaires également. Donc, je vous en prie. Pour ceux qui sont avec nous sur Zoom, vous pouvez lever la main ou bien les écrire sur le chat. Je vais peut-être commencer. Oui. J'aurais une question pour vous. Vous mentionnez dans votre livre plusieurs définitions du patrimoine qui sont dans les différents pays, notamment dans la région dont vous parlez dans vos livres. Quelles sont les plus grandes différences entre ces définitions du patrimoine, en fait, entre ce pays, mais de l'autre côté, entre ce monde que vous écrivez et l'Europe?
Oui, absolument. Il y a des différentes approches, tout simplement parce que les valeurs esthétiques d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, sont souvent très différentes. L'exemple évidemment le plus facile, parce que c'est sans doute l'exemple le plus contrasté, c'est celui qui oppose l'Europe à la Chine, par exemple. Ça, c'est tout à fait évident. Du côté européen, pour dire les choses peut-être un peu trop caricaturalement parlant, du côté européen, on a privilégié le fait de construire de belles villes et de placer justement dans le patrimoine bâti, donc dans le patrimoine architectural, la mémoire même de ces villes et de cette histoire européenne. D'où notre attachement à la préservation précisément du patrimoine architectural partout en Europe. Bon, ce n'est absolument pas le cas en Chine et dans le monde chinois en général, parce qu'au Japon, c'est un peu, je dirais, les mêmes sensibilités, quoi qu'en disent les Japonais. C'est-à-dire qu'au Japon, par exemple, vous allez au temple d'Ise, tous les 50 ans, le temple est détruit et reconstruit. Voilà. Donc, on n'attache pas du tout la même valeur à l'authenticité des matériaux, bien au contraire même. C'est plutôt, je dirais, l'esprit du lieu qui compte et la volonté aussi de reconnaître côté japonais une valeur cardinale qui est celle du travail et de l'excellence. C'est-à-dire que c'est moins le rendu esthétique que la fabrication même de l'objet qui est reconnue. À tel point que les Japonais ont inventé une titulature unique au monde, celle de comment dirais-je, de trésor national, pour désigner par exemple un charpentier, un menuisier. Donc il a ce titre que tout le monde lui envie, de trésor national. C'est-à-dire qu'on reconnaît à travers lui une spécificité, un savoir-faire qui lui a été transmis par les générations précédentes et qui lui-même sera amené à transmettre. Donc on reconnaît davantage cette valeur patrimoniale immatérielle plutôt que la valeur matérielle en tant que telle. Vous voyez, là, il y a sans doute un cas d'école tout à fait intéressant et très opposé entre la Chine et l'Europe. Et puis, l'autre aspect aussi qui me paraît tout à fait intéressant, c'est que à partir de la Renaissance, pour l'essentiel, avec les écrits de Vasari, etc., la sculpture en particulier, la sculpture et l'architecture précisément, deviennent les valeurs cardinales des arts européens. Bon. Michel-Ange se fait connaître avant tout pour sa sculpture. Il est reconnu en son temps avant tout pour ses qualités de sculpteur et un peu moins pour ses qualités de peintre. Bon, ça c'est un exemple type, bien sûr. Alors qu'en Chine, la sculpture est littéralement méprisée. Parce que la sculpture, c'est un travail d'artisan, c'est pas un travail de lettré. Donc le lettré, si vous voulez, c'est celui qui peint, c'est celui qui maîtrise le pinceau. Donc il est à la fois dépositaire d'un savoir, celui d'écrit, de la langue écrite, maîtrise des idéogrammes. Donc il est à la fois calligraphe et peintre, mais certainement pas sculpteur. Donc dans la valeur des hiérarchies, dans la hiérarchie des valeurs esthétiques, les valeurs picturales et calligraphiques sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus importantes que les valeurs sculpturales précisément. À tel point, et ceci est assez intéressant, lorsque vous visitez n'importe quel musée d'art asiatique en Europe, je pense au musée Guimet à Paris en particulier, ben vous avez essentiellement de la sculpture et des bronzes. Pourquoi? Parce que, évidemment, déformation du regard, en quelque sorte. Les premiers Européens qui ont rassemblé ces collections chinoises ont jugé l'état des collections chinoises à l'aune de leurs propres préjugés. C'est-à-dire qu'ils ont collectionné avant tout de la statuaire bouddhiste. Donc, au musée Guimet, vous avez de la statuaire bouddhiste et très peu dans les musées chinois. Vous voyez? En revanche, en Chine et surtout à Taïwan, d'ailleurs, c'est pas le fait du hasard, Chiang Kai-shek est parti se réfugier à Taïwan avec essentiellement des peintures et des calligraphies, et pas du tout de sculpture.
Bon, on peut toujours alléguer d'une manière très prosaïque parce que c'était moins lourd, etc. C'est sans doute vrai, mais pas seulement. C'est parce que, encore une fois, peinture et calligraphie, c'est la chose la plus importante. Bon. Donc, effectivement, la valeur même de l'objet est très différente d'une région à l'autre. Et tout à l'heure, en introduction, je parlais du jade, par exemple. Typiquement, le jade a une valeur d'échange très, très importante. Pour les Chinois, c'est un matériau noble, extrêmement important. Il y a beaucoup de superstitions, d'ailleurs, qui tournent autour du jade. Dès la plus haute antiquité, lorsque l'on veut, par exemple, établir des relations diplomatiques avec des populations considérées comme barbares, on va leur offrir à la fois de la soie et du jade. Donc, évidemment, c'est très important. Pour les Européens, le jade est beaucoup moins précieux que l'or, par exemple. Pour les Chinois, l'or est moins précieux que le jade. Voilà. Et dans la vie quotidienne, vous voulez honorer votre femme, par exemple, eh bien, vous allez lui offrir du jade et certainement pas de l'or. Les choses changent un peu du fait même de la mondialisation, comme on dit, mais ces valeurs restent encore extrêmement prégnantes. Je vous remercie. Oui, j'ai une question. C'est à côté de la Chine, forcément. Est-ce que la réception, quelle est la réception du patrimoine français, même de la francophonie, dans les pays de l'ancienne Indochine française? C'est plutôt une approche positive? Les gens sont intéressés par ce patrimoine français? Ou c'est comme dans les pays comme l'Algérie où il y avait des problèmes avec le français maintenant dans les derniers temps? C'est une question très, très complexe parce que s'il s'agit de l'opinion des élites, pour aller vite, hein, et encore sociologiquement, évidemment, il faudrait être beaucoup plus précis dans cette classification. Il y a évidemment pour certains une certaine nostalgie, bien sûr, par rapport à cette présence française. En tout cas, pas du tout d'animosité. Quand vous allez au Vietnam, par exemple, tout ce qui a trait à la culture française reste extrêmement prestigieux et n'est pas du tout entaché justement d'un passé colonial douloureux comme ressenti en Algérie, par exemple, prétendu tel, parce qu'évidemment du côté algérien, c'est une sorte de, je dirais, de leitmotiv du gouvernement algérien de mettre systématiquement sur le devant de la table les problèmes de contentieux mémoriel avec l'ancienne métropole. Bon, et du côté vietnamien, on est passé tout à fait à autre chose. Hein. Alors, c'est peut-être lié aussi, sans parler de déterminisme culturel, à un rapport au temps qui est totalement différent là encore. C'est-à-dire que il y a peut-être quelque chose à écrire sur le plan philosophique, en tout cas, qui est assez redoutable parce qu'on peut très vite sombrer dans une forme de culturalisme assez facile. Il y a un rapport au temps dans l'Asie sinisée qui n'a rien à voir avec celui que l'on connaît en Europe d'une manière générale. C'est-à-dire que on a un rapport à la mémoire et à l'oubli qui est diamétralement opposé à celui de l'Europe. Alors, on peut toujours alléguer le fait que au Vietnam, comme en Chine, ce sont des régimes communistes, donc des dictatures, ce qui est vrai, et donc le passé est forcément instrumentalisé. Et vous allez en Chine, par exemple, on ne parle absolument pas des massacres des étudiants de Tiananmen en 1989. Non plus que du grand bond en avant, non plus que de la révolution culturelle, non plus que du mouvement des sans-fleurs. Grosso modo, ça fait quand même 80 millions de morts en l'espace de 70 ans, vous voyez, donc c'est quand même beaucoup. On n'en parle pas. Je reviens de Pékin, précisément, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, et c'est pas seulement parce que les gens, a priori, auraient peur d'en parler, mais la Covid-19, qui a été quand même un trauma, à la fois pour nous, mais aussi pour les Chinois. Alors, ça dépend là aussi des villes. Hein. À Pékin, les dispositifs sanitaires semblent avoir été relativement plus souples qu'à Shanghai, par exemple, ou à Wuhan. Mais à Shanghai, les gens ont vraiment morflé. Ça a été extrêmement dur.
eh bien, pour les gens, d'une manière générale, ça fait déjà partie du passé et on n'en parle plus. Donc, il y a un rapport à l'oubli, si vous voulez, qui est assez stupéfiant et qui laisse effectivement songeur. Je vois un pays comme la France, par exemple, qui continuellement s'intéresse à son passé, etc. Alors, c'est très bien, mais en même temps, ça peut être aussi mortifère. Vous avez un grand sinologue français, Simon Leys, qui disait ceci en exergue de l'un de ses livres, « Penser, c'est oublier ». Et ça, je trouve ça tout à fait lumineux, précisément pour comprendre le rapport des Chinois, notamment à leur passé, qui est un rapport inquiétant d'une certaine manière, parce que vous interrogez des Chinois de votre âge, 89, ils en ont jamais entendu parler, et ça ne les intéresse pas. D'une manière absolument sincère, ça ne les intéresse pas. Donc c'est le grand paradoxe. Vous avez des sinologues français qui vous parlent de 89, etc., mais les Chinois sont passés à autre chose depuis plus de 20 ans, s'il vous plaît. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pour répondre in fine à votre question, bon, la France est loin, ça reste assez indifférent, parce que il faut bien le dire, on peut avoir de la sympathie évidemment pour la France, ce qu'elle a représenté, ce qu'elle représente aujourd'hui encore, mais le centre de gravité de l'économie mondiale, c'est l'Asie précisément. Donc les Vietnamiens sont davantage préoccupés par les Chinois que par les Français, à tout point de vue. Vous voyez, voilà. Merci. Est-ce que vous aurez d'autres questions à poser à notre invité? Bon, moi, j'aurais encore une autre question alors à vous poser. Donc, à travers vos livres, vous présentez les musées comme à la fois, je cite, les outils politiques, mais aussi le microcosme de l'économie mondiale. Alors, quel serait, selon vous, le musée de demain face, comme vous dites dans votre livre, aux technologies, sophistication et enjeux écologiques? Ça, c'est très, très intéressant et tout le monde se pose cette question, en fait, sans pouvoir y répondre naturellement. En fait, apparaissent ici et là, et notamment dans la région du Golfe, et tout particulièrement en Arabie Saoudite, des musées qui ne sont pas véritablement des musées, y compris en Chine d'ailleurs, c'est-à-dire des musées vides. Alors on peut y voir une forme de spéculation immobilière, ce qui est souvent vrai, en tout cas du côté chinois. Il faut bien rappeler que vous avez en moyenne, jusqu'à la période de la Covid, un musée en Chine qui se construisait chaque semaine. Et c'est pas un petit musée, hein, c'est l'équivalent du centre Pompidou, par exemple. Donc c'est énorme. Sauf que souvent, ces musées, qu'ils soient arabes ou chinois, sont des musées, encore une fois, vides de collection. Ça veut dire qu'on assiste à la construction de lieux qu'on appelle aujourd'hui encore des musées, mais qui pourraient devenir à terme de nouveaux lieux de sociabilité, de convivialité, voire même de rivalité géopolitique, précisément, par le choix d'expositions éphémères, c'est-à-dire profitant précisément de l'absence de collection permanente. En tout cas, c'est une chose que l'on voit s'aménager un peu partout à travers le monde, et le monde émergent, comme on dit, c'est-à-dire le monde qui a de l'argent en particulier, donc monde arabe et monde chinois. Maintenant, ce que l'on a vu aussi avec la Covid, c'est quelque chose évidemment qui s'est développé considérablement depuis lors, ce sont les musées virtuels. Par exemple, l'échange que nous avons en ce moment par Zoom, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans la découverte des collections muséales du monde entier. Vous allez, par exemple, sur le site du Louvre, vous pouvez visiter depuis la Pologne le musée du Louvre. Aucun problème. Vous avez l'inventaire de presque tous les objets désormais. C'est vrai d'un très grand nombre de collections muséales françaises. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que de plus en plus s'élabore une autre façon de voir les choses et de concevoir précisément la réflexion autour de l'objet. Donc on a un rapport de plus en plus distancé avec l'objet d'art.
et l'objet collectionné par les musées en général. Merci beaucoup. Et ça, d'ailleurs, c'est une idée qui me vient. Évidemment, toutes les autorités des grands musées comme le Louvre ont compris l'intérêt à la fois géopolitique et financier de mettre à disposition ou pas auprès d'un public virtuel leur collection. Alors, vous avez certains musées américains, évidemment, qui généralement ne perdent pas de nord, qui désormais font payer, évidemment, l'accès à leur collection, évidemment. Hein. Donc, c'est un enjeu tout à fait réel. Je ne serais pas surpris non plus que dans nombre de pays autoritaires, comme la Chine, ces collections étrangères soient à terme condamnées pour des raisons X, Y, si vous voulez, mais que le citoyen chinois lambda n'ait pas la possibilité précisément d'avoir accès à ces collections. Donc il y a un enjeu géopolitique qui recoupe tout ce que l'on sait par ailleurs, c'est-à-dire l'enjeu représenté par l'usage du numérique, avec ces dispositifs de censure, ces serveurs qui ne sont pas forcément compatibles et qui ne sont pas compatibles pour des raisons idéologiques et politiques précisément. Durant ces derniers jours, par exemple, moi je n'avais pas accès à mes mails, tout simplement parce que je suis sur Gmail et que Gmail n'a pas le droit de citer en Chine. Voilà, c'est aussi simple que ça, si vous voulez. Donc, on aura connu finalement une mondialisation heureuse qui a commencé avec la fin de la guerre froide, avec l'effondrement de l'UE 191, grosso modo jusqu'aux 30 prochaines années. Mais cette période est révolue. C'est-à-dire qu'on assiste, d'un point de vue des relations internationales, c'est pas un scoop, hein, à une fragmentation du monde et un redécoupage du monde. Alors c'est pas celui comme on l'a connu du temps de la guerre froide, avec d'un côté les États-Unis, de l'autre la Chine. C'est beaucoup plus complexe, évidemment, et c'est surtout une fragmentation par ère géographique et ère de souveraineté à la fois politique et culturelle. Donc, je ne serais pas surpris, encore une fois, que la Chine se développe avec le concours d'autres pays du Sud, tandis que le Nord, comme on dit, se développerait d'une manière tout aussi autonome. Merci. Vous avez une question? Comme sinologue, dans quelle direction pensez-vous que la Chine se dirige en ce moment? Complexe. Alors, compliqué. Je vais vous rapporter 2-3 anecdotes de mon très récent séjour à Pékin, où je n'avais pas mis les pieds donc depuis 4 ans, depuis la Covid. Donc ça me manquait évidemment terriblement. J'ai constaté plusieurs choses. Tout d'abord, une hyper-modernisation, en tout cas de la seule ville de Pékin, puisque je n'ai pas eu le temps d'aller ailleurs. J'entends par là que vous n'avez plus du tout de voitures, j'oublie le terme, enfin vous n'avez que des voitures électriques désormais. Vous n'avez plus de voitures à essence. Voilà. Bon. Donc ça, c'est la preuve évidemment d'une modernisation très réelle et qui explique par ailleurs, chose tout à fait nouvelle, que la ville de Pékin ne soit plus du tout polluée, par exemple. Donc là, vous avez déjà la réponse à 2 problématiques de taille. L'enjeu écologique, donc les Chinois de fait y travaillent. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, pourtant je fréquente la Chine depuis 30 ans, j'ai vu Pékin par temps clair, on voyait les collines environnantes, etc., etc. Donc quelque part c'était assez inédit, et ça veut dire par ailleurs que les Chinois ont mis le paquet pour développer une industrie automobile tout à fait neuve, donc des voitures électriques non polluantes. Donc ça, c'est quand même un signe plutôt positif. Pas seulement évidemment pour les Chinois, mais en tout cas, ça montre bien l'extraordinaire puissance économique de la Chine et la puissance de l'État chinois que d'avoir imposé aux constructeurs automobiles en Chine, puisque la plupart des voitures d'ailleurs sont chinoises, précisons-le, d'avoir imposé donc le tout électrique. Voilà.
Donc, on n'est pas dans l'hybride, on n'est pas dans oui, peut-être que pas, etc., comme du côté français. On est passé en 4 ans au tout électrique. Bon, donc ça, c'est quand même assez stupéfiant, si vous voulez. Et ça montre, a priori, le relatif état de bonne santé de l'économie chinoise. En même temps, je vais être très macronien dans ma manière de dire et d'exposer les choses. En même temps, je n'ai pas vu un seul étranger, à part moi et quelques autres personnes qui m'entouraient, à Pékin. Donc, ça veut dire que le pays, malgré tout, se ferme sur lui-même. Bon. Et puis, plus spectaculaire encore, quand je suis allé à l'aller comme au retour à l'aéroport de Pékin, tous les magasins de l'aéroport étaient fermés. Ça, c'est du jamais vu. Les destinations qui étaient affichées sur les écrans digitaux étaient des destinations essentiellement européennes, avec, s'il vous plaît, évidemment, Moscou et Saint-Pétersbourg. Il n'y avait aucune destination américaine. Bon, alors peut-être que c'était pas le bon moment, etc., mais enfin, quand même, ça interroge, comme on dit. Et l'aéroport, surtout, était vide. Il y avait très peu de personnes, je sais pas, dans cet aéroport, il y avait une centaine de passagers. Alors, c'est l'un des aéroports les plus vastes du monde. Donc, ça questionne. Et donc, ça semble être corroboré par les quelques chiffres auxquels on a accès. Jusqu'au mois de juillet dernier, le gouvernement chinois disait qu'il y avait dans les villes 20% de chômeurs parmi les jeunes, ce qui est quand même assez préoccupant. Et la situation a dû très certainement s'aggraver parce que depuis la fin du mois de juillet, le gouvernement ne communique plus sur l'état du chômage dans les villes. Et s'il y a un chômage déjà très important dans les villes, ça veut dire que la situation est pire, a priori, dans les campagnes. Donc la situation est préoccupante. Et à ceci s'ajoute évidemment une conjoncture très défavorable, des pressions américaines, bien sûr, ce qui n'empêche pas, encore une fois, la Chine de mener à bien un certain nombre de réalisations tout à fait spectaculaires, telles que les voitures électriques. Et ce ne sont pas les seules réalisations. Donc, comme toujours avec la Chine, on ne sait pas trop, quoi. C'est l'inconnu dans l'énigme. Donc, on ne peut pas avoir un avis tranché, bien sûr. Une chose, en revanche, est certaine, il faut toujours se préparer au pire. Et ça, on commence enfin un peu à conscientiser les choses du côté européen. Du côté français, je suis pas toujours sûr. En tout cas, les Français ont été sino-béats pendant près de 30 ans. La Chine, c'était l'avenir, c'était merveilleux, etc. Et puis, en 2020, ils ont découvert que 80% du Doliprane était fabriqué en Chine. Là, ils ont commencé, évidemment, à les chanter. Le plus libéral de nos présidents, Emmanuel Macron, s'est converti au souverainisme en l'espace de quelques semaines. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire qu'on a compris, évidemment, notre hyper-vulnérabilité. Bon, même si, pour les Européens, la priorité, c'est la Russie. Hein, c'est pas la Chine, c'est beaucoup plus loin. Bon. Et évidemment, on n'a pas les moyens, a priori, de soutenir au moins 2 fronts. Je dis bien au moins, parce que vous en avez un troisième dont on parle peu, c'est le front nord-coréen aussi, parce que les Nord-Coréens, c'est quand même aussi un problème. Hein. Donc, écoutez, nous allons célébrer l'année du dragon, qui est un animal bienfaisant dans l'astrologie chinoise. Donc, il faut y croire. Mais en même temps, l'année du dragon, se répétant tous les 12 ans, est toujours le signe de changements structurels très importants. Donc, est-ce que ça veut dire que nous allons assister à des changements importants en Chine notamment? Ça serait pas impossible. Mais en tout cas, il faut toujours envisager le pire, encore une fois. Nous n'avons pas suffisamment envisagé pour ce qui concernait la relation conflictuelle entre la Russie et l'Ukraine. À Paris, tout particulièrement, on considérait qu'il était impossible que Vladimir Poutine fasse la guerre à l'Ukraine. Il faut bien recontextualiser les choses. Poutine et Xi Jinping sont de la même génération. Le premier est né en 52, le second est né en 53. L'irrationnel doit toujours être envisagé.
y compris par rapport à Taïwan, dont le résultat des élections aura lieu ce week-end. Donc, évidemment, c'est une affaire à suivre de très près. Je ne dis pas qu'il y aura nécessairement la guerre entre la Chine et Taïwan, mais si guerre il y avait, là, ça serait une autre affaire, une affaire beaucoup plus sérieuse qu'avec l'Ukraine, bien sûr. C'est-à-dire que la guerre prendrait tout de suite des proportions internationales. Ça serait la guerre mondiale. Donc là, on ne joue pas du tout dans la même cour. C'est une affaire beaucoup plus grave, bien sûr. Je ne peux pas me prononcer évidemment sur l'avenir de la Chine, mais il est vrai que c'est un pays dont l'évolution politique est de plus en plus préoccupante. Ça c'est clair, y compris dans son rapprochement très intéressé par ailleurs avec la Russie. Voilà. Restons optimistes. Absolument. Est-ce que vous aurez encore des commentaires ou des questions? Oui. Dernière question, oui. Oui, Allez-y. Ah, deux questions. Non, mais Juste, c'est une question sur l'Inde et le Pakistan. C'est juste pour comment est-ce que peut se penser la conservation du patrimoine, par exemple avec les Sikhs, en même temps que juste à côté ou même un peu dans le même local se trouve la violence du Cachemire, par exemple. Comment est-ce que ça peut se penser, on va dire, en parallèle, ces deux facteurs? Oui, ça c'est une bonne question et qui interroge effectivement la rationalité européenne. Mais précisément, vous n'êtes pas en Europe, c'est-à-dire que pour aller vite, vous avez une forme de schizophrénie systématique, y compris du côté chinois. Hein, ça, on l'éprouve tous les jours. Donc, vous avez parfois une chose et son contraire en même temps. Vous voyez. Donc, on va favoriser effectivement les échanges entre les Sikhs du Pakistan et de l'Inde. Et chaque gouvernement, évidemment, y trouve son intérêt a priori. Mais en même temps, les passions nationalistes à la fois pakistanaises et indiennes continuent à se cristalliser autour du Cachemire, et ce depuis 1947, puisqu'on en est au 5e conflit désormais qui oppose autour du Cachemire le Pakistan et l'Inde. Mais il n'y a pas d'exclusive. C'est pour ça que bon, c'est à la fois passionnant et rageant, c'est-à-dire que vous avez toujours une chose et son contraire. Voilà. Donc ça paraît irrationnel, mais c'est ainsi. Vous avez une deuxième question? Bon, allez-y. Donc, ce sera. Les cadeaux diplomatiques que vous avez mentionnés peuvent être l'objet de mauvaises interprétations. Enfin, un peu comme l'exemple que vous avez le parallèle que vous avez fait entre le cheval de garde que Macron a offert et le cheval de Troie. Enfin, le mythe du cheval de Troie ne s'est pas très bien terminé. Donc, est-ce que, on aurait pu l'interpréter d'une mauvaise manière, on peut dire? Alors, c'est l'avantage évidemment des symboles et de l'ambivalence du langage, quel qu'il soit, si vous voulez, c'est que on peut là aussi comprendre une chose et son contraire. Offrir un cheval, bon, ça peut être sympathique. On ne peut pas nécessairement y voir le mal, mais forcément, d'une manière conscientisée ou pas, quand vous offrez un cadeau diplomatique de cette importance, il faut relativiser évidemment le coût, hein, bien sûr, mais de cette importance sur le plan symbolique, cela entre forcément en résonance avec tout un champ d'affects et de référents culturels qui sont ceux avant tout de l'Europe. Et donc, quand vous pensez cheval, vous pensez notamment au cheval de Troie. Donc, c'était peut-être une façon à qui voulait le comprendre du côté chinois, mais peut-être qu'il s'agissait de quelque chose de trop subtil aux oreilles chinoises, de dire, bon, nous allons continuer à coopérer, mais nous n'en pensons pas moins. C'est ça un cheval de Troie, en fait. Et puis coopérer dans un domaine qui ne sera pas, en l'occurrence, celui de l'industrie de la défense, puisque depuis 1989, c'est impossible et que les Américains y veillent scrupuleusement. En revanche, symboliquement, nous allons vous offrir un cheval de l'armée française, de la garde républicaine. Donc, on peut y voir à la fois une ironie, en tout cas, on peut y voir beaucoup de choses. C'est faire passer des messages divers et variés. Et en tout cas, le choix n'est pas anodin. En tout cas, ça me paraît
beaucoup plus subtil d'un point de vue sémantique que d'offrir une seule bouteille de champagne. Ça me fait penser à Vladimir Poutine qui, une fois, a offert un chien à Angela Merkel qui était connue pour avoir très peur de chiens. Ouais, tout à fait. Ouais. Et on revoit ces images terribles où Poutine, d'une manière absolument sadique, se complaît dans l'observation d'une Merkel apeurée par arriver dans la pièce où ils étaient réunis de ce chien dont elle n'arrive pas à se défaire. Donc voilà un exemple typique, effectivement, qui a été pensé. C'est une façon, évidemment, de déstabiliser l'adversaire, en l'occurrence, ici, dans ce contexte. Ça, c'est clair. Une dernière question ou un commentaire? Merci beaucoup. Donc, Merci beaucoup. Merci, Kinga. Merci, monsieur le directeur. Donc, nous vous invitons à notre prochain séminaire qui sera le dernier. Donc, c'est le 24 janvier. Nous accueillerons Louisa Martin Chevalier de la Sorbonne Université qui nous parlera du patrimoine immatériel et la question du genre, le cas de compositrice ukrainienne depuis 2022. Donc, merci beaucoup pour ce soir et à très bientôt. Merci. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.